Radia Darkawi est une jeune femme de 28 ans. Elle a quitté son poste de formatrice en langue des signes à Paris pour vivre ici, à Toulouse. Car elle a un rêve, donner accès aux textes en français au public sourd en les traduisant en langue des signes. Mais traduire quand on est sourd? Traduire vers la langue des signes? Est-ce un métier d'avenir quand on sait que ce métier est très peu répandu? Quoi qu'il en soit, sa motivation est intacte. En suivant son parcours, nous allons découvrir ce métier inédit et indispensable. Je vais sur mon lieu de stage, l'entreprise Vice Versa. C'est un service de traduction où tous les traducteurs sont sourds. L'entreprise a été créée récemment. Je fais des stages car à l'université, j'ai des cours théoriques, mais j'ai aussi besoin de pratique pour découvrir la réalité du métier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu es arrivée? Aujourd'hui, tu vas pouvoir travailler sur un texte. Je te laisse le préparer comme tu veux. Prends le temps de le lire, toute seule, au calme, tu es tranquille. Tu es libre de prendre des notes, de faire les recherches internet dont tu as besoin. Surtout, si tu as un doute, si tu ne sais pas comment transposer en signe, pas de problème. Viens me voir, je t'expliquerai. Ou bien, si tu n'es pas sûr de l'ordre des idées, si tu ne sais pas si tu peux les inverser, n'hésite pas. Quand tu te sens prête à traduire et dès que mon collègue Lionel est prêt, on passe en studio, on te filme. Moi, je suis là pour contrôler et valider ta traduction, ou pas. Voilà comment ça se passe. D'accord. Des questions? Non, c'est bon. C'est un texte sur le cancer du rein que j'ai déjà traduit avant l'été. Il nous vient de l'association François Giraud, qui l'utilise sur son site internet, où on peut trouver des informations sur tous les cancers. C'est un site accessible aux sourds en langue des signes. Il s'adresse aux patients pour qu'ils comprennent mieux leur maladie, bien sûr, mais aussi aux proches. Et il parle également de prévention. Ce qu'on te demande, c'est que la langue des signes soit claire dans les explications et agréable à regarder. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Enfin, je ne sais pas. T'en penses quoi? Ben moi, quand je te vois, j'ai l'impression de me revoir il y a 13 ans. Quand j'ai commencé, j'étais pareil. Malhabile, stressée, pas sûre d'avoir bien fait. Bon, finalement, avec l'expérience et l'habitude, ça va mieux. Alors le premier conseil que je te donnerais, c'est de lâcher prise. De te laisser aller et surtout de ne pas être susceptible et d'accepter les remarques que tout le monde va te faire. C'est ça qui va t'enrichir et t'aguerrir dans le métier. Est-ce qu'à l'avenir, on aura besoin de plus de traducteurs? Est-ce que le métier va se développer? Oui, bien sûr.
La loi de février 2005 impose l'accessibilité dans toute la France. Mais on sait bien que ce n'est pas encore le cas. Il y a besoin d'accessibilité, donc on a besoin de plus de français écrit et de traduction de ce français en langue des signes. S'il fallait aujourd'hui couvrir tous ces besoins, notre équipe n'y suffirait pas. Il faudrait qu'on s'étoffe, qu'on embauche des gens qualifiés, diplômés, pour pouvoir répondre à cette demande. Pour que tous les citoyens aient accès à des informations de qualité. C'est indispensable. Donc là, on passe à la partie lexicographie, c'est-à-dire que c'est la partie où on parle des dictionnaires, d'accord? Je vous avais donné donc une feuille avec un extrait d'un dictionnaire et un extrait d'un autre dictionnaire et je vous avais demandé de regarder pour faire une comparaison. Voilà, allez, on y va. N'oubliez pas de marquer tout de suite votre nom et votre prénom sur la feuille, s'il vous plaît. Sourds et entendants travaillent ensemble sur la traduction des mêmes langues, langue des signes et français. Au niveau de la méthode, ça se passe comment? Au sein de cette formation qui forme à la traduction, effectivement, les étudiants sont regroupés, oui. Mais c'est l'objectif qui va être différent. Les sourds vont partir d'un texte en français et le traduire vers la langue des signes. Langue des signes sous format vidéo. Traduire, c'est quoi? C'est partir d'un écrit dans une langue et le traduire à l'écrit dans une autre langue. Alors peu importe la langue, ça peut être un texte anglais qu'on traduira vers le français, on reste dans l'écrit. Pour ce qui est des entendants, la situation sera inversée. Ils partiront d'une vidéo en langue des signes, qui aura valeur d'écrit, la vidéo remplace le texte, et la traduiront vers du français écrit. Justement, l'une des règles de la traduction, et quelles que soient les langues travaillées, c'est qu'on doit traduire vers sa langue maternelle. Pourquoi vers sa langue maternelle? Parce que c'est dans cette langue-là qu'on est le plus compétent, le plus doué, celle dans laquelle on est le plus à l'aise, dans laquelle on pense, celle qu'on maîtrise parfaitement. C'est la culture dans laquelle on a baigné. Cette langue-là est parfaitement assimilée. Voilà pourquoi cette règle de la traduction. Pour devenir traducteur, il faut maîtriser sa langue maternelle. Mais on sait que beaucoup de sourds rencontrent des difficultés en français, parce qu'ils ont grandi dans des familles entendantes et qu'ils ont dû faire face à des méthodes d'enseignement inadaptées. Alors comment font-ils pour travailler à partir d'un texte en français? La langue des signes étant leur première langue, le français est leur deuxième langue. Les étudiants sourds reçoivent ici des cours de français qui leur sont adaptés, des cours de FLE, de français langue étrangère. C'est la méthode la mieux adaptée aux sourds. Parce que notre objectif, c'est qu'ils acquièrent le meilleur niveau de compréhension possible du français. Les enfants sourds, qui naissent pour la majorité dans des familles entendantes, grandissent dans le français oral et découvrent souvent la langue des signes sur le tard. Même s'ils rattrapent leur retard, est-ce qu'on peut vraiment dire que la langue des signes est leur langue maternelle? À l'inverse, les enfants entendants qui naissent dans des familles sourdes reçoivent d'abord la langue des signes. Peut-on dire pour autant que c'est leur langue maternelle? Dans la communauté linguistique et chez les psychologues, on reconnaît que la LSF est la langue maternelle des sourds. Mais ce terme de langue maternelle, il n'est pas très approprié. On préfère utiliser le terme de langue première ou langue naturelle. Parce qu'en fait, le cerveau des sourds perçoit le monde par les yeux. Leur perception est visuelle. Ils appréhendent le monde avec leurs yeux. Donc, la langue la plus adaptée pour eux, c'est la langue des signes. Parce qu'elle est visuo-gestuelle. C'est la plus adaptée, c'est la langue propre aux sourds. Celle pour laquelle ils développent un savoir épilinguistique. Et ce savoir épilinguistique, c'est quoi?
Chacun sait utiliser sa langue. Mais il y a aussi un savoir inconscient, ce que l'on pressent sans pouvoir l'expliquer linguistiquement. Une intuition qui fait que, par exemple, quand un entendant qui sait très bien signer vient à la rencontre d'un sourd, il peut être très à l'aise et signer aussi bien qu'il le peut, le sourd repérera toujours que c'est un entendant. Il le verra. Tu pourrais me donner un exemple d'épilinguistique en langue des signes? Si on prend le signe difficile standard, il se fait avec l'index replié sur le front. On peut faire très difficile en utilisant les 4 doigts repliés. Ça fonctionne, hein, tu es d'accord? Ça, c'est des choses que les sourds aiment bien. C'est des jeux de signes qui les font rire. Ça veut dire que c'est vraiment difficile. Ce que l'on peut dire normalement en utilisant seulement l'index, mais avec une expression du visage plus appuyée. Donc très difficile, avec 4 doigts, ça fait rire et ça marche. Maintenant, le signe réfléchir. Il se fait avec l'index qui tourne sur la tempe. Mais on ne peut pas faire réfléchir beaucoup en utilisant les 4 doigts. Ça ne marche pas. Ça fonctionne avec difficile, mais pas avec réfléchir. Et ça, les sourds le savent. On est 4 étudiantes sourdes en 3e année de licence de traduction et médiation linguistique. Cette université a l'habitude d'accueillir des personnes sourdes. Et moi, j'ai pu entrer directement en 3e année en passant un concours. Aujourd'hui, on est en cours d'analyse contrastive entre le français et la langue des signes. Ça nous permet d'avoir du recul sur chaque langue, d'en comprendre le fonctionnement et les règles. C'est vraiment très intéressant. Là, quand il dit stop, c'est simple, on prend le temps, on utilise simplement l'alphabet dactylologique. Pour moi, c'est comment dire, dedans il y a une idée, il est contre cette idée, il fait une proposition, mais pour moi le stop n'a pas valeur de transition. Que dit-il? Pour la création d'un néologisme, ne pas se précipiter. Première idée, bien prendre connaissance du contexte. Là, il dit stop. Deuxième idée, on épelle. Troisième idée, laisser naturellement émerger un signe. Pour les transitions, pour répondre à la question, le découpage du texte peut être sous forme de parties, mais aussi de plusieurs sous-parties, reliées entre elles par des transitions. C'est comme ça que s'enchaînent les idées. Je voulais vous poser une question. Si au mois de juin, j'ai ma licence et que j'ai envie de continuer, il y a quelque chose ici? Il y a un master? Il va falloir patienter un peu. Ça ne sera pas pour septembre prochain, mais plutôt pour septembre 2020. En 2020, normalement, on devrait avoir ouvert un master. Pendant ce temps-là, tu peux en profiter pour acquérir de l'expérience et progresser, et revenir, si c'est possible. D'accord, je verrai. Merci. Ce diplôme de traduction en langue des signes française se prépare en 3 ans. Est-ce qu'une licence suffit pour être reconnu dans le monde du travail en tant que traducteur professionnel? Quand on est par exemple traducteur en espagnol, en italien ou en allemand, ou même interprète en langue des signes, on a fait en tout 5 ans d'études. Pour ce qui est de la traduction qui part du texte français vers la langue des signes, donc pour les traducteurs sourds, il faudrait aussi faire 5 ans. Or actuellement, on ne propose qu'un cursus de 3 ans, à l'issue duquel on obtient un diplôme. Bon, c'est un bon début. L'étudiant obtient un diplôme au bout de 3 ans, mais son diplôme n'est pas un diplôme de traducteur. Il n'a pas la même reconnaissance que les autres traducteurs, puisqu'il n'a pas fait 5 ans d'études.
Ici, si tu cliques, tu as une vidéo signée par un traducteur. Là? Oui, ici. Ici, avec un portable, on a accès à des vidéos signées. C'est vraiment génial. C'est confortable, on n'est pas contraint par les horaires. On est libre de venir quand on veut, c'est vraiment chouette. Mais ces traducteurs qu'on voit là, est-ce qu'ils sont sourds? C'est des professionnels? Ils sont diplômés? Comment ça se passe? Ici, au muséum, on fait appel à une équipe de traducteurs professionnels. Et toi, ton rôle ici au muséum, c'est quoi? Alors moi, je ne suis pas traducteur, je suis médiateur et je fais des visites guidées. Mais par ailleurs, je fais de la sensibilisation auprès de l'équipe du muséum pour qu'ils fassent appel à des traducteurs professionnels. Ce que je vois ici, dans ce musée, c'est qu'il y a une vraie accessibilité en langue des signes. Je trouve ça beau. Et ton rôle est important. Je te remercie de te battre en faveur de l'accessibilité. De faire appel à des traducteurs sourds professionnels, c'est important de soutenir ce métier. C'est bien. J'ai grandi dans une famille entendante. Je n'avais pas conscience de mon identité de sourde jusqu'à l'âge de 22 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillée et que j'ai pris conscience que j'avais une identité particulière en tant que sourde. Alors j'ai plongé dans le monde sourd. J'ai appris la langue des signes et j'ai vite rattrapé mon retard. À côté de ça, j'ai créé une association. Je faisais des vidéos pour apporter de l'accessibilité au public sourd. Parce que j'avais remarqué que beaucoup de sourds n'étaient pas à l'aise avec le français, leur deuxième langue. Alors c'était mieux de passer par des vidéos signées. Et puis, j'ai été formatrice en langue des signes pendant 3 ans. Mais je sentais bien que ça ne me correspondait pas parfaitement. Alors, quand j'ai entendu parler de cette formation de traducteur au CETIM, je me suis dit « Ah, voilà, c'est ça que je veux faire ». Et depuis que j'y suis, mon projet de devenir traductrice se confirme. Le travail de traduction dans cette situation est particulier, car c'est du théâtre joué en espagnol et en langue des signes. En fait, on travaille avec une compagnie espagnole de comédiens qui ne font pas partie de l'université. Nous, les étudiants du CETIM, on a d'abord traduit le texte. Là, on répète tous ensemble cette pièce qui se jouera en espagnol et en langue des signes. Donc LSF, la femme, c'est pour le dialogue. ¿Quién la sustituye? Gaby, ¿quieres intentarlo? La mujer castellano? Là, tu dois faire cette histoire d'angoisse publique. Radia? Qui? Et dans le travail de traduction, vous allez, et le texte est en espagnol et en LSF, on va homogénéiser le texte. Ça, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Par contre, il faut que tous les deux, dans l'intention, ce soit clair, que vous êtes le même personnage. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous êtes le même personnage. Tout le monde est en place? Radia? C'est parti? Una niña. Casi desnuda. Se está quemando los pies con el asfalto caliente. Mierda, es una niña violada. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene una mancha roja sobre los calzoncillos. Los calzoncitos amarillos. Ok, stop. Ok, la petite fille, elle est où?
Il faut la mettre au même endroit, ouais, parce que si elle signe aquí et tout acá, ça, tu vois, on ne comprend pas. Donc il faut décider, elle est à un endroit. Derrière nous. Ouais. Donc soit c'est derrière moi, soit c'est derrière elle. Oui, c'est derrière vous deux, vous êtes quand même assez à côté tous les deux. Cette université propose chaque année un festival, Universen, qui s'ouvre à un certain nombre de langues. Le polonais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, mais il n'y a pas de français. Les spectacles sont forcément en langue étrangère et nous, on s'est associés aux Espagnols. Pour moi, il n'y a pas de règle. L'institution, c'est quand même un petit peu physiquement, il faut quand même un peu le marquer. Même si on ne ferait pas forcément comme ça dans la vraie vie, mais il faut quand même un petit peu le marquer. Tout va bien, bien sûr, il est là, d'accord? Jusqu'au moment où je me retourne. Si les étudiants traduisent le texte littéralement, pour le public, ce sera soporifique. Ça n'ira pas. Par ailleurs, il faut aussi que le public sourd assiste au même spectacle que le public entendant. Il faut qu'il rie en même temps. Il y a une chose que les étudiants découvrent au moment de l'adaptation, c'est qu'ils doivent adapter ce qui relève de la culture entendante à la culture sourde. Ils découvrent plein de choses à ce moment-là, ils apprennent beaucoup. Ils font tout ce travail, de la traduction jusqu'au jeu. Une fois qu'ils ont joué, on évalue, on note, à savoir est-ce qu'ils ont bien joué ou pas, est-ce que le public sourd est content autant que le public entendant, est-ce qu'ils ont partagé les mêmes émotions, est-ce qu'ils ont vécu le même spectacle. Si c'est le cas, alors la traduction est de bonne qualité. Ok. Et du coup, super, tu as pris la partie 3. Les interprètes maîtrisent les deux langues, la langue des signes et le français, les deux langues à l'oral. Et ils traduisent dans un sens comme dans l'autre. Il est déjà arrivé que des interprètes se proposent de faire de la traduction vers la langue des signes. Toi, comment tu argumenterais pour te défendre et dire que c'est à nous, les sourds, de traduire vers notre langue, la langue des signes? Effectivement, le métier de traducteur, on ne le connaît pas, il est tout nouveau. Mais quand les premiers interprètes en langue des signes sont arrivés, c'était la même chose, c'était le Moyen-Âge. Et puis la situation a évolué. Il y a une reconnaissance de ce métier d'interprète à partir de la période qu'on appelle le réveil sourd. Les sourds n'étaient pas autonomes pour communiquer, donc ils faisaient appel aux interprètes. Et ils n'avaient pas suffisamment la maîtrise de leur langue, ils n'étaient pas sûrs d'eux. Puis certains sourds ont commencé à faire des études supérieures. Et là, il y a eu un déclic. Ils se sont rendus compte que le sous-titrage n'était pas l'accessibilité la plus adaptée pour les sourds qui n'ont pas un bon niveau de français. Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils prennent les choses en main. C'est à ce moment-là que l'entreprise WebSourd a été créée et que le métier de traducteur a commencé à être reconnu. Maintenant, je crois qu'il y a un peu moins de petits traducteurs sourds en France et on essaie vraiment de prendre notre place et de se rendre visible. Par exemple, les sourds commencent à faire partie de l'Association française des interprètes en langue des signes pour montrer leur métier. On avance. Génial.